Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, je reçois des actrices et des acteurs de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Agathe Guimot, qui est développeuse chez The Tribe, et elle s'occupe également d'explorer les outils no-code et low-code pour voir comment ça pourrait aider au mieux les clients de The Tribe. Forcément, j'ai eu envie d'en parler, donc c'est tout de suite dans l'épisode. Salut Agathe, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement. Donc, tu es développeuse chez The Tribe à Nantes et tu es intervenue au Web Today pour parler de low-code. Donc forcément, moi j'ai trouvé ça très intéressant, surtout d'avoir une perspective, on va dire, de développeuse traditionnelle. Tu m'en voudras pas de ce mot en avant. Je sais pas comment dire en fait par rapport, parce qu'on estime évidemment que les développeurs et les développeuses no-code sont aussi des... donc voilà, mais vraiment avoir cette perspective sur ce sujet et puis aussi l'angle que tu as pris que j'ai trouvé très pragmatique. Donc je me suis dit que ça serait cool d'en parler. Donc voilà, je t'ai invité. Merci beaucoup d'avoir profité de ton passage à Paris pour qu'on puisse enregistrer en physique. C'est le 3e épisode que je fais sur le sujet du low-code. Il y avait eu un premier avec Thomas Villarenne de chez Payfit, où on avait évoqué un peu le no-code vraiment pur, si j'ose dire, c'est-à-dire vraiment les plateformes qui ont été conçues pour être low-code, donc, et notamment avec l'exemple de Payfit, de Jetlang qu'ils ont développé, mais il y a aussi plein de plateformes low-code vraiment qui n'existent qu'en tant que telles. Et puis après, il y a eu un épisode avec les gens de chez Cube, où là, c'était des no-codeurs et des no-codeuses qui adjoignaient du code, on va dire, à un outil, à Bubble principalement. Et voilà, et donc là, on passait inversait un petit peu les proportions et les choses, même si d'ailleurs, en termes de proportions, dans ta présentation, tu parlais souvent de 90-10, mais on y reviendra. Mais voilà, mais en tout cas, toi, ta perspective de quelqu'un qui fait principalement du code et voilà, qui adjoint à sa stack traditionnelle, on va dire, des outils no-code. Voilà, très longue introduction, mais avant de rentrer dans tout ça, on a pas mal de sujets. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour et merci à toi de m'avoir invité, c'était très chouette. Donc je m'appelle Agathe, je suis développeuse, j'ai un parcours assez classique, j'ai fait une école d'ingé normale, je suis terminée en informatique. Le seul petit écart, c'est que j'ai fait un passage par les jeux vidéo pour mon stage de fin d'études. Pour plein de raisons, ça a moyennement marché, donc je suis revenue dans le web qui était mon projet initial, quoi. Et juste après mon diplôme, donc, je suis entrée chez The Tribe comme junior sortie d'école et j'ai avancé sur cette voie et j'ai rencontré le no-code il y a à peu près 1 an. C'est pas moi qui ai été le chercher, il est venu à moi. C'est un gars de ma boîte qui s'est saisi du sujet, qui s'appelle Josquin. Il avait fait une très grosse curation sur tous les outils qui étaient en train d'émerger, ceux qui l'utilisaient déjà et ceux dans lesquels il voyait un potentiel, mais il n'avait pas forcément le temps de s'investir. Fast forward to septembre, où j'ai participé à l'ouverture d'une nouvelle antenne pour The Tribe à Lille. Et il y avait énormément de demandes en fait, au niveau du no-code, des clients qui venaient spontanément nous voir en disant on veut du no-code. Okay. Et il n'y avait pas de responsable chez nous à ce niveau-là. Donc c'est moi qui ai pris cette casquette. Je me suis plongée dedans un petit peu, à contre-cœur, parce que je pensais que c'était un genre de sous-dev. T'as le droit de le dire. L'orgueil des développeurs est infini. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et je suis vraiment tombée dedans, j'ai découvert plein de choses. Et ce qui m'a amené à faire la conférence au Web Today, puisque je fais quand même du code à la base, c'est ce que j'aime, c'est mon métier. Mais par contre, le no-code m'a apporté plein de trucs. Donc, voilà. Juste avant de creuser un petit peu là-dessus, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur The Tribe pour bien comprendre un petit peu le contexte et peut-être un peu vos spécialités, et justement, si tu dis avant, vous ne faisiez pas de no-code, enfin, tu vois, pour qu'on comprenne bien le... Donc, The Tribe, c'est une agence de développement qui produit des applications web et mobiles. Initialement, nos clients, c'était surtout des entrepreneurs ou des startups en train de lever des fonds, quoi, qui avaient soit un besoin de créer un MVP à partir juste d'une idée, d'un cahier des charges, ou alors des startups qui avaient un premier MVP qui fonctionnait et qui voulaient l'emmener à un niveau plus industriel. MVP, Ah oui, pardon. Vraiment le POC, la toute première version d'un produit, la plus minimale, celle qui va répondre au maximum de besoins du client en un minimum d'efforts, de temps, d'argent, etc. Donc ça, c'était votre spécialité avec du code. C'est ça. Donc nous, on faisait vraiment tout sur mesure, ce qu'on appelle. On n'utilisait pas de WordPress ou trucs comme ça. On partait toujours d'une feuille blanche quasiment et on construisait par-dessus. Okay. C'est marrant parce qu'en plus, désolé, je te sens, sans te couper, mais c'est marrant pendant longtemps, ça a été un peu un stigmate, je trouve, du no-code. C'est-à-dire que le no-code, ça sert que à faire des MVP.
Et tu vois, et donc ça paraît complètement normal que des agences no-code soient spécialisées là-dessus. Et je trouve que c'est moins courant, voilà, de voir des agences dev. Et je pense que ça se justifie par ailleurs. Et peut-être tu pourras donner peut-être des exemples de clients un petit peu, tu pourrais dire où est-ce que se justifie le code. Ça va être un peu le sujet d'ailleurs de cet épisode. Mais ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est le Covid qui est passé par là. Et qui a énormément transformé en fait tout le marché de nos clients, notre façon de concevoir des applications. Il y a plein de gens qui se sont trouvés avec peu de travail ou pas de travail, qui se sont dit ok, j'aime trop le développement, je vais m'y lancer. Et puis à ce moment-là, il y avait les outils no-code qui étaient là. Et nous, on a vu l'avant où tous les gens étaient en mode je ne sais pas faire une application, aidez-moi. Et nous, on faisait du code. Ils sont arrivés avec des noms de techno, des noms de produits et notamment du no-code. Donc on a dû se mettre dedans. C'est combien de personnes à peu près? Donc on a 4 antennes maintenant. Donc il y a Nantes qui est le bureau historique, on est à peu près 70. Il y a la partie support qui est commune à toutes les tribus. Et ensuite il y a une antenne à Paris, où je suis en ce moment, qui a 2 ans d'existence et une qui est à Lille qui a ouvert en septembre. Okay. Et dans le même temps de septembre, on a ouvert une tribu remote qui est dans toute la France, qui est 100% remote comme son nom l'indique. Donc voilà. Ça fait pas mal de monde. Alors, j'ai pas les stats exactes, mais ouais. Okay, non, mais ça donne un peu l'idée. On n'est pas non plus chez Accenture. Enfin, non. Mais c'est pas non plus une petite agence de 5 personnes. Non plus, ça a changé d'échelle un peu quand même. Ouais. Ok. Non, écoute, super intéressant. Et donc, toi, tu découvres le no-code. Donc, c'est toi qui te saisis un peu du sujet. Qu'est-ce que je veux bien que tu creuses un peu juste par curiosité un peu, mais ton premier ressenti, tu vois, quand tu dis un peu en rigolant, mais je pense que c'est peut-être vrai, quoi, tu vois, ce côté un peu sous-dev, etc. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs. C'est horrible de dire ça. Mais mais tu vois, mais parce que en fait, j'ai envie je pense que du côté des no-codeurs et des no-codeuses, il y a beaucoup de préjugés à l'envers des développeurs, comme il y en a dans l'autre sens. Et je me dis autant voir un petit peu, tu vois, je profite, tu vois, d'être avec toi, savoir un peu ce que toi t'en as pensé, mais aussi peut-être tes collègues, tu vois, et un peu les premières discussions, tu vois, et après peut-être l'évolution. Je me souviens hyper bien au début, quand on nous a présenté le no-code, et quand j'ai fait mes petites recherches, je tape no-code sur Internet, quoi. J'étais pas la cible en fait. C'était vraiment vos développeurs vous coûtent trop cher. De toute façon, ils mettent trop longtemps à développer. C'est pas exactement ce que vous voulez. Vous avez pas la main sur votre projet. C'est bientôt la fin des devs. C'était vraiment un énorme dev bashing. Donc moi, j'avais pas très envie de lire des articles et je me disais si c'est juste ça leur vision, très bien. Ça m'intéresse pas non plus quoi. Et c'est en fait, je suis rentrée plutôt par la partie low code justement parce que tu peux rajouter des trucs à ton code. En fait, le truc majeur, c'était de ne pas refaire des choses qui existent déjà, ce qui est la base du développement. Donc voilà. Donc je suis passée un peu de ok, ça a l'air horrible à ok, maintenant il faut mettre les mains dedans. Et en fait, c'est cool. C'était marrant. Ce côté point and click, ça a un petit côté jouissif quand même. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc ça avait un côté, voilà, on met des briques les unes après les autres et ça fait des trucs. Et en plus, ça fait des trucs que je sais qui sont pénibles à développer. Donc c'était extrêmement agréable. Tu vois, moi j'ai commencé par Bubble. Et on me dit, voilà, tu fais quelques clics, boum, t'as un site, boum, t'as une authentification. Je dis, putain, moi, il me faut déjà 4 plombes pour juste monter ma stack et il n'y a rien, quoi. Il n'y a même pas de feature. Non, mais c'est cool, justement, ce feeling, tu vois, parce que beaucoup de nous, des fois, on le dit, d'ailleurs, Erwan, il prend souvent l'exemple de l'authentification, justement. Les no-codeurs, en fait, et les no-codeuses, souvent, ils ne s'en rendent pas compte de la complexité, puisque eux, ils partent. Tu vois, ils découvrent ça, ils savent pas dev, donc ils disent oui, dans Bubble c'est un drag and drop, probablement que dans le dev ça doit être pareil. Et en fait, non, pas du tout, donc c'est intéressant. Et je rebondis sur les conversations que j'ai eues avec d'autres personnes. Donc à Lille, il y avait aussi une autre jeune dev qu'on avait recrutée, qui est venue avec moi sur la partie no-code. Et après, quand je discutais avec les autres personnes de la boîte, c'était un peu obscur. C'était genre, ah ouais, c'est Agathe qui fait du no-code. Bon, on sait pas exactement ce qu'elle fait. Et il y a aussi une chose qui est qu'on a des profils très techniques. On recrute là-dessus, en fait. On vise vraiment une grosse expertise, une grosse qualité technique. Donc, c'est des gens qui aiment le code, mais le code énervé, le code bien fait et qui comprennent comment ça marche fondamentalement. Donc, le point and click, eux, en fait, ça les faisait chier un peu. Ils n'avaient pas... tu perds un peu la joie de faire du code hyper stylé parce que tu as juste des briques, puis tu es vite un peu limité. Ah là là, ça correspond pas à la logique que je connais, donc je galère, donc j'ai pas envie de creuser plus. Documentation de Bubble par laquelle j'ai commencé, c'est pas la meilleure. Donc ils étaient un peu sceptiques. Parce que du coup, est-ce que t'as pas à la fois des fois cette jouissance, comme tu disais, tu vois, qui peut, et à la fois aussi des fois cette frustration de te dire, moi je suis une vraie dev, mais par contre là, je n'arrive pas à faire un truc qui devrait être trivial, quoi. Ouais, c'est surtout ça. En fait, il faut apprendre à tordre un peu son esprit
parce que pourtant, j'ai pas une hyper longue expérience, mais tu vois que j'ai des autoroutes quand je fais du dev, quoi. Il y a des trucs, c'est comme ça fait A puis B puis C et c'est terminé. Et en fait, le no-code, pour être plus accessible ou pour être compréhensible, etc., des fois, il prend des chemins détournés. Et donc, je me dis, mais enfin, il suffit de faire comme ça. C'est pas du tout comme ça. Et on t'explique avec une autre méthode qui fonctionne, en fait, qui a aussi son sens, mais qui correspond pas à la réalité technique que moi, je peux connaître. Donc, il faut un peu... C'est vraiment un apprivoisement des outils, mais comme tu apprivoises des frameworks ou quand la première fois que tu essayes un nouveau truc, tu dis « Ah là là, ça ressemble pas à ce que je faisais avant, c'est nul. » Et en fait, il y a une raison pour laquelle ça fait différemment. C'est le coût du changement, toujours. Ouais, c'est ça. Mais là, en plus, tu as cet aspect clicodrome qui est un peu... qui est pas forcément sexy quand tu viens du code. Une vraie expression de dev, ça. Tu vois, je pense que les no-codeurs, no-codeuses ne connaissent pas du tout, mais moi, ça me fait souvent rire. Mais... juste par curiosité, c'est quoi ta stack technique, sur quoi de base de dev. Moi, je fais du JS essentiellement, okay. Donc Node et puis React. Okay. Après, je fais du DevOps parce qu'on travaille sur des projets complets à The Tribe, c'est-à-dire du bootstrapping, même avant la conception, jusqu'à la mise en prod et tout. Donc, je sais quand même toucher un serveur, mettre en prod, faire du provisionnement, un truc comme ça. Mais essentiellement, c'est du dev.js. Ok. Et je reviens juste sur un point que tu disais, ce dev bashing. Tu vois, c'est intéressant parce que nous, en fait, on est vachement prudents. Enfin, je dis nous en tant que contournement, mais beaucoup de gens aussi dans la communauté de no-code, très prudents justement par rapport à tous ces discours de le no-code c'est facile et tout. Tu vois, et d'ailleurs, tu m'avais dit ça quand on s'était vu justement à Nantes, et c'est ça aussi qui m'avait un peu trigger. Je me suis dit c'est intéressant de parler, tu vois, parce que forcément, en tant que dev, tu vois, tu vas avoir tendance à plus ressortir ces choses-là, mais c'est vrai qu'elles existent trop en fait. C'est-à-dire, si tu les as vues, c'est qu'il y a des endroits où c'est écrit vraiment, tu vois. En fait, il y a vraiment deux discours autour du no-code, que moi j'ai pu rencontrer. Il y a un discours qui est énormément tourné vers les gens qui veulent faire des choses. Et donc là, ça va être, c'est hyper facile, vous n'avez pas besoin de dev, etc. Donc je sais pas si c'est pour leur mettre le pied à l'étrier ou quoi, mais il y a vraiment un truc de faut les attirer. Un truc pour les gens qui ont été frustrés de leur expérience avec les développeurs. Donc c'est là où on dit ouais, vous en aurez bientôt plus besoin, il coûte trop cher, etc. Et après il y a la vision qui est faite par les builders, et en fait c'est pas du tout celle qui est majoritaire. En tout cas, j'ai très rarement vu des gens qui expliquaient leur rencontre avec le no-code, ce que ça leur avait apporté. C'est souvent des trucs très marketing, un peu putaclic, désolé pour l'expression, mais pour faire venir, et ça manquait très vite de profondeur en fait sur c'est quoi le no-code, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va changer. Il y a une profondeur qui manque quand tu fais juste une recherche hyper superficielle. Ouais. Non, mais après, tu vois, par exemple, nous, on peut dire à des gens, je veux dire, quand tu veux lancer un projet, peut-être que tu n'as pas besoin de dev. Tu vois, clairement, ouais, bien sûr. C'est un argument, c'est une réalité, mais après, c'est la manière de le dire qui est, et tout ce qui va avec. Qui est... ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est intéressant, tu vois, mais donc c'est cool, tu as un peu passé au-delà de ça, justement. J'ai rencontré En fait, je suis passée par une formation par Otto, que tu connais peut-être. Et donc là, j'étais direct avec d'autres gens. On n'était que 3 devs, je crois, sur les 11 personnes présentes. Donc les autres, direct, ils étaient beaucoup plus dans la curiosité, pas du tout dans l'opposition aux devs. La plupart, ils avaient beaucoup de curiosité, envie de savoir ce qu'il y avait derrière. Il n'y a même pas eu de non, mais moi, je veux juste virer mes devs et j'apprends le no-code pour ça. Et ça transforme hyper vite le rapport. Une fois que tu as compris l'outil et les gens qui sont avec, t'es en mode ok, c'est des articles un peu de merde, on va pas les regarder, ça n'a pas d'intérêt. Je dis aux gens, tapez pas no-code sur Google, vous allez être deg les devs, vous allez vous en prendre plein la mouille pour rien, ça n'a aucun intérêt. Parlez avec des gens, regardez les outils, testez-les, c'est beaucoup plus cool. Tu auras l'occasion justement au meet-up de voir. Non, mais parce qu'en plus, tu vois, il y a un truc que j'ai observé, notamment par exemple, j'ai eu cette discussion avec des gens qui faisaient le bootcamp d'Auto, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour les devs parce que les no-codeurs, les no-codeuses, souvent quand ils font le bootcamp, ils se rendent compte que les devs, ils ont beaucoup plus de facilité, quoi. Et donc, il y a un peu ce truc de se dire, bon, tu vois, il y a un respect, tu vois, des fois, il y a des gens qui respectent ou non le métier de développeur, mais en tout cas, quand tu vois que quand tu essayes d'apprendre la même chose qu'eux et eux, ils l'apprennent 3 fois plus vite que toi, bon, forcément, tu dis, ok, il y a quand même des choses qui sont concrètes. En fait, le no-code, malgré tout, ça repose sur des bases de code et tous les concepts qui vont derrière, c'est des concepts de code. Donc, nous, ce qu'on doit réapprendre, c'est comment faire ce qu'on sait déjà faire, mais d'une autre façon. Alors que les autres, ils partent de tout en bas. Il faut d'abord qu'ils apprennent tous les concepts, puis apprendre à les faire marcher entre eux. Donc, ça se voit pas parce que le no-code est réputé hyper accessible pour tous et tout le monde va être au même niveau. Sauf qu'en fait, non, les devs, ils ont déjà la moitié du travail parcouru, quoi. C'est un énorme bonus qui est pas négligeable. Ouais, non, c'est clair. Après, il y a un truc qui est intéressant que j'ai observé chez quelques-uns de nos clients quand ils se forment à Airtable, par exemple, c'est qu'il y en a des devs qui essayent de faire des choses trop compliquées. Par exemple, ils essayent de faire eux-mêmes des relations. Ils mettent des clés étrangères, des trucs,
qui n'ont pas du tout lieu d'être, puisque c'est une des forces incroyables d'Airtable, c'est de proposer une abstraction visuelle de tout ça. Et je trouve ça très drôle des fois, on doit des fois un petit peu désapprendre. Oui. Mais bon, c'est des choses un peu marginales, parce que comme tu dis, les grands principes, évidemment, sont les mêmes. Et, je trouve que c'est pas si marginal, justement. Je trouve que le no-code t'oblige à avoir une économie de qu'est-ce que tu veux faire. En fait, quand tu codes, la plupart du temps, tu sais très bien ce que tu veux faire. C'est la route pour l'accomplir. Et en fait, dans le no-code, ça va très vite pour réaliser les choses. Par contre, il faut bien savoir ce que tu veux faire. Ouais. Donc, ça t'oblige vraiment à te dire, attends, en fait, je veux faire quoi fondamentalement ? Je veux pas créer une relation. Je veux qu'il y ait un lien entre machin et machin. Et te laisser ainsi prendre un peu par la main par l'outil qui va probablement pouvoir te proposer ce que tu veux faire, juste pas de la façon dont tu t'attends. Ouais, c'est ça. Et c'est là où des non-devs peuvent carrément juste, retrouver. Enfin, une relation, c'est un truc logique. Tout le monde sait qu'un auteur a qu'un seul livre. Un livre a qu'un seul auteur, etc. Non, carrément. C'est un des exemples qu'on prend dans l'information, effectivement. Le plus facile. Très, très classique. Il y a un truc qui était intéressant que tu as dit dans la présentation. Donc là, tout à l'heure, tu disais qu'à Lille, c'était des clients un peu qui vous avaient mis... Mais dans ta présentation, tu parlais aussi d'une résistance aussi, peut-être chez d'autres clients, un peu par rapport au no-code. Et puis peut-être ça nous amène un peu sur le sujet de pourquoi est-ce qu'on peut pas tout faire en no-code et qu'est-ce qu'on doit faire en code, etc. Oui, il y a... En fait, comme c'est quand même assez neuf, le no-code, et surtout la partie... Enfin, ça vient de loin, mais la partie émergée, elle est assez récente. Il y a aussi des clients... ils faisaient comme moi. Je leur disais, ouais, on va peut-être faire un no-code. Ils tapent no-code, ils sont en mode, oh là là, ça a l'air d'être une sorte de sous-application. En plus, ça ressemble un peu tout le temps. Alors, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin ? Non, moi, je veux mon appli, elle est vraiment unique. Bon, c'est l'exemple que j'avais donné, mais ouais, j'ai fait mes maquettes et tout. Ça veut dire que je vais devoir les jeter. Donc, il y avait une sorte de frilosité parce que c'est pas facile, en fait, d'expliquer à quelqu'un qui vient voir une agence super tech, machin, leur dire, non, mais en fait, on va vous faire du no-code. Ah bah non, moi, j'ai besoin de développeurs, j'ai besoin de code. Donc, il y avait un peu ce paradoxe-là où on devait faire de la pédagogie sur un truc qu'on était en train d'apprendre nous-mêmes et d'appréhender, et on maîtrisait même pas tous les tenants. Et sur lequel vous avez peut-être encore des on apprend. Je sais pas, on apprenait. On n'était même pas sûr de est-ce qu'on allait développer le no-code. Il y avait même un moment la question de dire ok, est-ce que Lille en fait va devenir l'agence no-code de The Tribe? Parce que ça prend tellement, et en gros on rapatriera tous les projets des autres bureaux et ils seront envoyés à Lille, comme on fait par exemple à la Tribu Remote, tu vois. Eux ils récupèrent la plupart des projets mobiles, c'est leur expertise, c'est leur champ de compétences. Paris ils sont sur le cadrage, et Lille cherchait un peu sa spé, et il y a un moment c'était est-ce que l'aspect de Lille ce sera pas le no-code? Et l'avenir nous dira. Ou non, pour l'instant vous avez un peu mis de côté cette idée ou... Elle est en parallèle en fait, ça devient plutôt une corde à notre arc que vraiment une signature à ce niveau-là. Il y a d'autres problématiques en tant qu'agence à gérer du no-code, on pourra en parler. Mais... Et du coup, venons-en un peu, tu vois, justement, à un peu ce sujet du low-code et de la coexistence des deux. Et ça commence forcément un peu par les limites que toi tu vois aux outils no-code, tu vois, et à l'usage d'un no-code, par exemple dans un contexte de MVP, enfin voilà, de créer un prototype ou une première version. Il y a toujours cette idée que les outils, ils ont été pensés pour quelque chose en général. Même s'ils disent, ouais, vous pouvez faire toutes les applis du monde avec, il y a une logique sous-jacente, tu vas pouvoir manipuler des objets d'une certaine façon, tu vas pouvoir afficher les objets d'une certaine façon. Tu vas pas pouvoir tout faire. Ça, c'est un poncif, mais tu vas pas pouvoir tout faire. Et donc, parfois, ton besoin client, il va s'éclater un peu contre les possibilités. Il va te demander un truc qui est un peu trop complexe, un petit peu trop poussé, et quand tu essayes de le faire en no-code, tu sens que ça grince, quoi. Tu le sens très vite. Quand tu essayes d'aller à contre-courant de l'outil ou de lui faire quelque chose où il n'est pas fondamentalement prévu pour, ça grince à fond, quoi. T'écris des requêtes hyper tarabiscotées, tu fais des affichages imbriqués dégueux parce qu'il faut absolument que tu affiches cette donnée, mais elle est au 75e sous-sol. Donc là, tu commences à dire au client, aïe, 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 là, je vais vraiment mettre beaucoup de temps pour faire un truc. Ah, là, ça n'a pas l'air trop prévu pour. Mais c'est pas très facile de les voir venir. C'est vraiment un truc au contact, parce que justement, ils ont cette façon de faire différente. Tu dois dire, ok, j'essaye de le faire, et là, je me rends compte que ça coince. Faut pas essayer de faire tout et n'importe quoi avec du no-code. C'est ça la limite principale en fait, ça reste des outils, et un outil est approprié pour une série de situations, ne sera pas approprié pour toutes les situations, et là c'est là où on a un devoir de conseil, les builders, les codeurs, les agences, tous les métiers tech, de dire ah non là votre truc il est vraiment trop spécifique, le no-code ça reste pour des usages un peu classiques, bah non ça va pas coller. Ou au contraire, ouais votre produit où vous vous adressez à un marché très précis,
mais fondamentalement, votre produit, c'est afficher des pages, faire un compte et tout, bah là, go no code à fond, quoi. C'est fait pour. En fait, tu donnais dans la présentation il y a deux choses un peu autour duquel tu cristallises ces limites un peu là, que tu as évoquées. Il y a le côté visuel, où je suis peut-être qu'à moitié d'accord, mais on peut en discuter. Et il y a le côté des fonctionnalités, des features, où là, clairement, je veux dire, c'est factuel, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec les outils no-code, même avec des outils aussi avancés que Bubble. Sur le côté visuel, je trouve que c'est de moins en moins vrai, mais je te donne deux, on va dire, pour moi, il y a deux cadres différents. Il y a un cadre où tu as complètement raison, c'est l'utilisation d'outils type Typeform, etc., qui sont ces outils ultra spécialisés, comme tu en parles justement, outils comme Typeform, Calendly, etc. Et ça, ils sont limités en fonctionnalité, déjà, ça c'est clair, et en personnalisation, on va dire, graphique. Et après, par contre, de l'autre côté, tu as des outils comme Bubble, on va dire, ou Webflow, mais bon, Webflow, pour moi, aujourd'hui, ça ne sert qu'à faire des sites web. Donc, bon, heureusement qu'on peut faire quand même ce qu'on veut graphiquement dedans. Mais tu vois, un outil comme Bubble, je trouve que j'ai longtemps critiqué, tu vois, les rendus graphiques de Bubble. On arrive à faire des choses où tu peux quand même à peu près faire. Enfin, en tout cas, on voit des gens, tu vois, dans la communauté no-code, tu leur donnes une maquette Figma, ils vont faire que ça va vraiment ressembler, quoi, pas à peu près, quoi. Mais je sais pas. En fait, c'est que moi, je travaille toujours avec une contrainte qui est temps, argent. Et donc, parfois, le faire en Bubble va être beaucoup plus chronophage ou plus difficile que ce que je pourrais faire avec du HTML classique ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je parle de limite. C'est-à-dire, je vais leur dire, votre maquette, elle est trop cool. Par contre, elle va me prendre super longtemps à faire, quoi. Donc, c'est une limitation dans le sens où le client, il arrive quand même avec son budget. Moi, c'est ma contrainte number one. Bien sûr. Et donc, ça va être une limitation parce que je vais dire, l'outil me permet pas d'aller aussi vite, de cloner des trucs, d'élaborer des thèmes trop poussés. Alors, il y a aussi une part qui est que je maîtrise pas tous les outils, loin de là, Bubble y compris, même si j'en ai fait pas mal. Peut-être qu'il y a plein d'astuces que je connais pas pour aller plus vite. Non, mais après, tu vois, d'un point de vue visuel, tu vois, moi, je pense très sincèrement, et là, j'ai fait pas mal de dev front-end, mais je pense que en termes d'intégration HTML, Webflow est imbattable, quoi. Webflow. C'est-à-dire que si tu mets, j'aimerais bien le faire d'ailleurs, je sais pas, peut-être que des gens l'ont déjà fait, tu vois, tu donnes une maquette, la même maquette à des devs front-end et à des devs Webflow, je pense qu'ils vont aller plus vite. Des bons devs Webflow et des bons devs front-end, tu vois. Oui. Probablement. Bubble, c'est pas garanti effectivement parce qu'il y a des choses où tu vas devoir peut-être tordre. Et puis après, tu as aussi des limitations en termes d'animation, de choses comme ça. Enfin, j'imagine que vous devez travailler des fois sur des maquettes quand même assez avancées, sur de la personnalisation, du dev front-end, je sais pas, du CSS avancé, quoi. Pas juste caler des blocs. Et là, Bubble n'existe pas, quoi. En fait, t'as aussi, on revient à ce que je disais, à la spécialisation des outils. Webflow va te faire tout ce que tu veux, je suis d'accord. Par contre, tu peux pas plugger une appli derrière, ça va être un peu plus compliqué. Donc du coup, tu es obligé de redescendre vers un outil qui est plus applicatif et qui est moins beau. Il y avait aussi la question de la portabilité vers les mobiles ou des choses comme ça qui est pas toujours évidente à gérer avec les outils no-code. Ou en tout cas, encore une fois, on a l'habitude de faire des médias query. Hop, ça marche bien, super. Là, il faudrait apprendre à le faire différemment, quoi. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que ça met en perspective aussi, je trouve que, enfin peut-être moi aussi, mais tu vois, on a pas mal d'angélisme par rapport au no-code où tout paraît mieux, et il y a des choses, il faut être réaliste, des très bons devs, ou tu vois, qui ont l'habitude de travailler, peuvent aussi aller très vite sur certaines choses, quoi. En fait, là, je trouve que c'est un peu un défi lancé aux devs, justement, de dire, voilà, le no-code va très vite. En fait, il va falloir aussi que vous vous mettiez à niveau. Vous pouvez pas continuer à refaire tout le temps les trucs de base en disant, ah là, je vais faire mon truc tout seul dans mon coin. Et c'est l'occasion, tu vois, ce genre de petits défis, je pense que ce serait l'occasion pour les devs de se rendre compte sur quoi ils peuvent gagner du temps, sur quoi il faut arrêter de refaire tout le temps pareil et être un peu lent malgré tout. Bien sûr qu'on n'est pas lent, mais tu peux mettre des outils, tu peux les élever vers quelque chose. Ils ont réussi, ceux qui ont construit les applis no-code, à te faire aller plus vite. Peut-être que les codeurs aussi, ils ont de l'ingénierie, enfin du génie au sens à développer, quoi. Est-ce que c'est pas ça qui se passe justement avec des frameworks comme React, avec tous les modules, je sais même plus comment ça s'appelle. Des packages, quoi. Ouais, voilà, mais qui existent, tu vois, sur NPM, etc. Je veux dire, maintenant, tu veux, je sais pas, un petit calendrier qui s'affiche, tu vas pas le coder toi-même, quoi. Tu vas aller installer un package. Tu vois, c'est vrai, mais je pense qu'on peut l'emmener au niveau supérieur, quoi. Au niveau de la feature, quoi. Avoir de l'authentification en SaaS, d'autres features que tu appelles et vraiment avec une intégration minimale. Il y a un de mes collègues qui a testé là il y a pas longtemps, c'est un
c'est pour faire de l'authentification. Et en fait, il vient avec son data provider, son connecteur, quoi, plus une librairie UI, ce qui fait qu'en fait, tu peux vraiment... c'est limite, tu poses ton code et hop, ça fonctionne. Et pour moi, c'est vers ça qu'on doit aller. En fait. Tu t'en fous, un portail d'autres, ça ressemble à un portail d'autres, quoi. On le refait pas. Prends ce qui existe. Les packages, c'est bien, mais je trouve qu'on va pas assez loin. Parce qu'on finit avec des piles de packages qu'il faut maintenir et non, on peut emmener ça au niveau super. Et qui sont souvent qui te permettent d'être vachement customisés, mais du coup, ça te prend énormément de temps. Il faut quand même que tu repasses dessus, quoi. Faut que tu les intègres, faut que tu les vérifies, et la doc, elle est pas à jour, et la config, elle est pas exactement comme je voulais, etc. Il y a quand même de la maintenance qui va avec. Faut les garder à jour. Juste ça, c'est un travail constant, quoi. Ça, c'est un sujet peut-être sur lequel on reviendra, parce que tu parles de ça aussi, dans un peu les inconvénients, on va dire, du code, le coût du code, le coût de maintenir... Dans le dev, on le dit tout le temps, si tu bouges pas, tu recules. Et c'est pareil pour ton appli. Les packages, ils avancent sans toi, les nouveautés, les failles de sécu, tout ça. Donc en fait, non, le code, t'es obligé de l'entretenir tout le temps, quoi. C'est comme une maison. T'as une maison, tout le temps un truc à faire dedans. Bah, ton appli, c'est pareil. Ouais, toujours une fuite. Toujours. Et il faut changer ci, repeindre ça, changer les parquets, j'en sais rien. Tout le temps quelque chose à faire. Et bah, l'application, c'est exactement pareil. Et ça coûte un temps de dingue. Et des sous. Ouais, bien sûr. Alors du coup, là, on a bien montré un peu, tu vois, justement, ces limites, tu vois, ce truc. Toi, quelle est un peu, justement, ton approche low-code? Enfin, tu vois, voilà, comment tu résous un peu ça? Et si tu as des exemples, je pense que c'est le mieux. Enfin, je sais que tu en as, puisque tu en as parlé dans la présentation. Mais voilà, un peu, c'est comment on allie les deux, quoi. Le but, c'est, en fait, maintenant... de changer un peu sa démarche, de sortir aussi un peu de cet orgueil de dire oh là là, je vais tout faire tout seul parce que de toute façon ma façon de faire est meilleure, et de se dire ok, en fait j'ai vraiment un besoin. En plus en tant qu'agence, c'est vraiment plus facile de s'extraire parce que tu bosses pas pour toi, tu bosses pour le client et pour ses contraintes. Et ce qui est bien à la fin, c'est pas ce qui est bien pour toi, c'est ce qui est bien pour lui. Et donc ce qu'il faut, c'est s'extraire de ça, se dire ok, c'est quoi le besoin final et est-ce que quelqu'un l'a fait, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose, comme tu dirais, j'irai voir un package, bah maintenant je vais voir carrément le niveau dessus. Est-ce qu'il y a des briques applicatives, tu parlais de Calendly, qui font tout le taf à ma place et moi j'ai que le travail d'intégration. Déjà c'est vachement reposant et en plus ça marche mieux, quoi. Donc comment on conjugue ça avec du code? C'est pendant la phase exploratoire de dire bah, est-ce que je vais pouvoir gagner du temps là-dessus? Est-ce qu'il y a de l'existant? Est-ce que l'existant correspond à mon besoin? Ben, parfois non, hein. Tu dis il n'y a pas la feature dont j'avais besoin, donc je ne peux pas le prendre. Comment ça se passe, juste la phase peut-être un petit peu amont à ça, tu vois, c'est-à-dire le cadrage du projet, l'accompagnement, tu vois, du client pour déjà définir ses features, tu vois. Ah oui. Est-ce que ça prend en compte potentiellement, tu vois, parce qu'il y a deux manières de voir éventuellement, tu vas prendre en compte peut-être déjà la technique, ou alors non, là, à cette étape-là, on pense pas à la technique et c'est derrière qu'on trouve les solutions. Alors, il y a un truc hyper basique, c'est le budget. Ouais, si tu as un tout petit budget, on va de moins en moins déployer du code standard parce que tu as une semaine de bootstrapping, ça coûte déjà une blinde et tout est beaucoup plus cher. Donc déjà, si on reçoit des plus petits budgets, on va plus facilement les orienter vers du no-code. Et si, au contraire, on a du gros budget, on va peut-être moins proposer no-code en se disant, bon, vu que vous avez un peu de sous, on va vous faire un truc vraiment custom quali. Ça, c'est le truc de base. Et ensuite, le deuxième, c'est... Alors, c'est un peu flou parce que c'est vraiment un peu du pifomètre. C'est est-ce que ça a l'air d'être un truc général, un truc que tu as un peu vu, mais avec un sujet différent, par exemple, ou est-ce qu'il y a vraiment un truc spécifique, tu n'as jamais vu ça dans ta vie et tu dis, oula, ça va être dur de le faire rentrer dans un outil existant. Il y a vraiment un espèce de flair à avoir là-dessus. Et ça, c'est en discutant avec les clients. On passe vraiment beaucoup de temps en avant-vente et avec tous les métiers. Tu mets un designer, un sales, des devs, des PM. On essaie de mettre tout ça autour de la table en disant... pour essayer d'avoir une vue de ce que le client a besoin fondamentalement. Des fois, c'est même pas un outil. Des fois, on leur dit créer un groupe Facebook. Non, bien sûr. Mais ça fait partie du. Tester ses hypothèses. Voilà. Là, on est plus vraiment dans le sujet vraiment un peu lean, etc. Comment exactement. MVP. On est complètement là, dans cette démarche-là. Et ensuite, tu as une espèce de boîte à outils dans ta tête, tout ce que tu as pu tester. Se dire, ah bah là, je vois que je vais facilement pouvoir mettre cette feature grâce à tel outil externe que je connais déjà. Donc, ça implique de faire de la veille, ça implique de faire un peu d'exploratoire aussi. Quand tu as un sujet qui se pose, tu dis, ok, je vais tester tel outil, on va voir ce que ça donne. Et tu fais un espèce de... C'est comme un chaudron, hein, t'en mets plein dedans, tu fermes, tu laisses mijoter un petit peu. Et à la fin, tu sors en disant, ok, je pense que cette partie-là, elle est facile à faire en no-code. Cette partie-là est difficile à faire en no-code. Est-ce qu'on peut la faire en code et l'intégrer ou pas Et le truc inverse, hein. On a du code, mais franchement, on flemme de faire cette partie-là. On vous propose plutôt telle alternative. Voilà combien ça va vous coûter par mois. On peut l'enlever à la fin si vous avez besoin.
cette facilité de tirer, on débranche l'outil et on en met un autre à la place. Donc ouais, c'est vraiment du cas par cas. C'est hyper dur de tirer des règles générales de ça parce que tous les clients sont différents, tous leurs contextes sont différents, leurs besoins sont différents. C'est un espèce de gloubi-boulga, mais pas délaisser la partie où en fait maintenant il y a plein d'outils qui font déjà très bien le taf. Donc, En fait, c'est marrant, tu vois, parce que la réflexion que je me fais, c'est... Moi, je me suis retrouvé souvent dans cette situation d'avoir à trouver les outils. Tu vois, on a même un vidéo ask, genre on a un site, ça s'appelle Quels outils no code. Dessus, les gens ils peuvent nous demander, ouais, tel projet, quels outils. Donc moi, je réponds à ça toute la journée. Et j'adore, tu vois, ce challenge intellectuel. Mais le truc, c'est que moi, je sais ce qui est possible à faire en dev ou pas, quoi. Ouais. Et en fait, et donc toi aussi, et je pense que c'est beaucoup plus facile d'être ce côté-là de la barrière. C'est-à-dire que toi, tu sais que, bon, par défaut, de toute façon, tout est possible en dev, plus ou moins facilement. Ça, c'est la partie compliquée. Après, tu as juste à chercher, entre guillemets, est-ce qu'il y a des points qui sont faciles à faire en no-code et avoir ce bonus, en fait, quelque part. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'à l'inverse, les no-codeurs et no-codeuses sont un peu piégés parce que ils vont pouvoir que regarder ce qui est faisable en no-code. Et puis ensuite, le reste, bah, ils espèrent. Enfin, il faut que ça soit fait en code, mais ils savent pas, ou alors juste ils peuvent pas le faire, quoi. Mais c'est cette question un peu d'architecture, t'en parles un peu très rapidement, mais dans la présentation, ce côté définir une architecture, l'architecture de son projet. Alors, comme tu dis, il n'y a pas de recette magique, c'est un peu tu dis du flair. Moi, je pense que c'est aussi de l'expérience quelque part. Tu vois, plus tu fais des projets, plus tu t'apprends des choses. Mais ouais, enfin voilà, j'ai pas de questions. Je comprends que ce soit peut-être plus dur parce que, encore une fois, c'est plus facile pour des devs d'aller vers du no-code que pour des no-codeurs de venir vers du dev. C'est vraiment opaque comme métier, quoi. Quand t'as jamais vu. Et tu vois, justement, c'est ça qui m'intéresse un peu. Peut-être que justement, on parle des moyens techniques, quelque part, tu vois, de communiquer. Parce que je pense que moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est même pas que j'ai envie, mais c'est les no-codeurs et no-codeuses doivent se rapprocher des développeurs. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait de la collaboration. Ouais. Et moi, j'incite les gens, alors c'est toujours pareil, comme tu dis, c'est des questions de budget, tu vois, mais nos codeurs et nos codeuses qui se retrouvent bloqués, mais de travailler avec des devs, quoi. Travailler, tu vois. Enfin, moi, j'ai fait, par exemple, je fais un petit projet, j'avais une idée que je voulais faire avec Adalo. Bah, à un moment, il me manquait un petit composant juste pour enregistrer parce que ça n'existait pas dans Adalo. Bah, j'ai payé un mec, il était en Moldavie ou je sais pas où. Franchement, il était super bon, il était cool, tu vois. Enfin, je l'ai trouvé par la marketplace. Et ouais, ça s'est bien passé. Et puis, il m'a fait un composant. Ça m'a pas coûté très cher. Et c'était juste le petit bout. Et tout le reste, j'ai tout fait avec Adalo, quoi. C'est cool, ça. C'est vraiment hyper bien parce que t'es typiquement dans le cas qui est le plus intéressant. Tu pourrais dire, je suis obligé de jeter tout l'outil parce qu'il manque ce bout-là. Ouais. Bah non, toi, t'as rajouté le petit morceau qui te manquait. C'est ce saut qui est difficile à faire aussi, de te dire merde, il va falloir impliquer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas de notre métier. Je prends lequel. Les développeurs se valent pas tous. Ah oui, non, ça c'est clair. Ouais. Bon, là, mais si ça se démocratise, je pense c'est là où tu vas faire des trucs hyper intéressants. Ouais. Et les devs vont faire des trucs cool. C'est la petite partie que personne n'a faite avant. Trop bien, let's go, faites-le. Après, tu le mets sur la marketplace, les gens vont la prendre, vont s'en servir, te payer. Donc c'est hyper bien si ça peut avancer dans cette direction. Et du coup, dans les exemples que tu as, justement, pour rentrer dans le concret, je sais pas si tu veux nous donner des exemples, tu vois, les différentes manières que toi, tu as en tant que dev de faire ces 10% restants, tu vois, si on dans un projet no-code ou un projet qui est principalement no-code, mais il va manquer une feature, un truc. Ah oui, on avait pas mal parlé du fait d'externaliser du traitement de données. Ça, c'était le truc le plus évident. C'est pas trop facile de manipuler finement de la donnée quand tu fais du no-code parce que tes requêtes, elles sont un peu préécrites et tu fais des briques l'une après les autres. Nous, on avait eu le cas où c'était une page de statistiques. Et nos clients, ils voulaient des trucs assez fins. Ils voulaient des stats par mois, puis par produit. Et dans les produits, il y avait plusieurs sous-catégories et tout. Oh là là, ça commençait à être un peu le boxon. On avait des pages qui mettaient plusieurs secondes à charger, donc c'était long. En fait, ce que tu fais, c'est que les API sont souvent ouvertes. Donc tu peux aller chercher de la donnée, la manipuler autant que tu veux avec du code. Donc par exemple, avec une fonction cloudée, donc ça va être du code qui est exécuté dans le cloud, qui fonctionne comme un serveur en fait, sauf que tu n'as pas besoin d'entretenir la machine. Pas besoin de gérer l'hébergement. Voilà, c'est ça. Et typiquement, tu fais une fonction cloudée, donc là, tu es dans du code, du vrai code, tu as la main sur tout, tu peux mettre les données dans le format qui t'arrange, extraire toutes celles dont tu as besoin. Et ensuite, comme le no-code ouvre ces données, bah, tu vas les chercher, tu les manipules, t'en fais vraiment tout ce que tu veux, littéralement, et tu les renvoies. Après, il faut trouver un format qui est intéressant à exploiter du côté du no-code. Tu les renvoies dans la plateforme no-code, et ensuite, elle se débrouille, elle les affiche, elle fait des... T'avais un exemple de ça ? Enfin, t'as fait ça, par exemple, avec Bubble. C'était avec Bubble, et puis avec du Firebase.
pour la Ok. Cloud Function, quoi. Tu arrives à connecter, tu connectes les deux, quoi. Ça, c'est hyper intéressant, comme tu dis. Enfin, ça, c'est les API, c'est quand même une des clés, moi, je pense, de cette collaboration. Mais bien sûr, il et faut de que tout ça, ça quoi. communique. Et pour communiquer, c'est le meilleur moyen. Mais voilà, tu vois, typiquement, je pense que c'est important que les gens qui n'ont que les outils no-code à disposition sachent que, par exemple, écrire juste un petit bout de code, c'est possible, quoi. Ouais. Travailler avec des développeurs, notamment grâce à ces Cloud Functions, Lambda Functions, etc. C'est pas obligé d'être toute une histoire, d'installer un serveur, etc. En plus, des fois, ils ont déjà la connaissance logique de ce qu'il faut faire. Il manque vraiment le truc de je ne peux pas écrire du code parce que je sais pas l'écrire. Et tu le décris à quelqu'un, il te dit oh bah je te fais ça en Node ou en je sais pas quoi d'autre. Et c'est bon, quoi. C'est plié, on n'en parle plus. C'est de l'exécution. Et je pense même que tu pourrais apprendre du code juste pour avoir le besoin. C'est pas du code hyper profond. Tu as besoin d'apprendre un peu d'algo, un peu un langage. Bon, c'est parce que tu vois, quand tu dis ça, moi je fais attention aux gens qui disent ça. Non, mais c'est surtout, je trouve que ça pourrait dévaluer un peu le métier de développeur. Parce que moi je trouve qu'apprendre le code, c'est compliqué. Et ça prend du temps et de l'expérience, tu vois. Et moi, en tout cas, après, tu peux me challenger là-dessus, mais c'est que je trouve que, tu vois, j'ai pas envie de donner cette impression, enfin, déjà par respect pour le métier de développeur, quelque part, mais aussi aux gens qui font du no-code, tu vois, qu'ils vont pouvoir apprendre un tout petit peu de code. Alors, c'est vrai un peu pour l'HTML et le CSS, tu vois. Pour le JavaScript, je suis pas d'accord. Tu vois. En fait, le métier de développeur, il est très dur parce que tu dois avoir... T'as des compétences très larges, en fait. T'as énormément de choses à connaître. Coder, c'est une toute petite partie. Il faut faire une archive, il faut bien redocumenter, il faut bien faire ça. Quand même, tu vois. Et l'algorithmique, quand tu demandes aux gens, en réalité, souvent, ils savent déjà en faire. C'est suivre un manuel, c'est une recette de cuisine, des trucs comme ça. Ce qui est dur, c'est d'appréhender les langages, leur écriture un peu bizarre et tout. Ouais, mais voilà, quand c'est plugué, mais tu as plugué juste un petit bout de code pour faire le petit morceau dont tu as besoin, clignoter ton bouton ou des trucs comme ça. Je sais pas. Mais ça, les gens, ils vont faire du copier-coller, tu vois, sans vraiment comprendre souvent. Alors moi, du coup, je suis une pragmatique. Hein. Franchement, si le copier-coller, il a marché, good. Oui, mais en tant que dev, moi aussi, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu pourrais pas l'écrire, éventuellement. Tu vois, c'est juste ça te prend du temps. Mais bon, ça, c'est un peu le même truc que utiliser des outils no-code, tu vois. C'est effectivement pas réinventer la roue. Enfin, je veux dire, on l'a tous fait. Hein. Moi, on sait tous la recherche Google, on arrive sur Stack Overflow, on prend le bout de code. Faut pas se mentir non plus, les devs aussi font ça. Quoi. Bien sûr, non, c'est clair. Mais tu vois, mais ça, moi, je trouve, voilà, ce que je dirais, c'est que ça, en réalité, et je pense qu'on s'en rend pas forcément compte quand on est dev, c'est que ça marche parce qu'en fait, on est dev. Parce que je vois, moi, j'ai bossé pas mal avec des Webflowers, par exemple, qui font beaucoup ça. Mais en fait, ils comprennent pas ce qu'ils copie-collent. Ouais. Mais pas du tout. Mais est-ce que ça pose un problème à un moment ? Le truc, c'est que si le copier-coller marche pas, t'es coincé. Des fois, c'est un caractère, tu vois, à changer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Et c'est ça où je trouve ça un peu dommage. Et en même temps, je trouve que soit il faut... Je sais pas, après, peut-être je suis un peu trop à défendre le code, etc. Mais je trouve que c'est soit il faut collaborer avec des développeurs, soit il faut vraiment apprendre, tu vois. Ouais. Mais pas apprendre un petit peu. Mais bon, je sais pas. Passer pour non, mais traître à sa classe là. T'es pas du tout. Non, mais parce qu'il y a des gens là. Je sais qu'il y a des gens qui préparent par exemple des cours de JavaScript pour Airtable. Tu vois. Moi, j'ai des réserves là-dessus, mais je veux bien me tromper. Je serais très content, tu vois, si des no-codeurs et des no-codeuses se mettent au JS et arrivent à en faire juste dans le contexte de Airtable. Mais moi, je pense que c'est plus difficile que ça. Mais parce que j'ai aussi l'expérience, tu vois, d'avoir formé des gens au code, etc. Mais voilà, moi, j'ai pas de vision là-dessus. J'ai vraiment pas. Voilà, j'ai appris moi et après j'ai tutoré ma sœur, quoi. Ouais. Non, mais après c'est. Je te dis, hein, on a tous des fois des choses très affirmatives et moi je serais très content de me tromper parce que je serais très content que de plus en plus de gens fassent. En fait, ce que je me dis, c'est qu'ils peuvent entrer dans le code par ce petit morceau qui leur manque. Et qui leur met un pied, tu vois, parce que du coup, tu n'as qu'une petite quantité, tu as peu de concepts à maîtriser, tu vois, une variable, une boucle, une condition, voilà. Et ça te donne les premières bases, et ensuite, la fois d'après, tu as besoin de faire une instruction supplémentaire, et enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, et je me dis, c'est l'opportunité de dire, ah là là, je vais creuser pour faire ce petit bout-là, et après, j'en ferai plus, et plus, et plus, et après, ils se rendent compte que, comme tous les devs, ils savent rien faire, en fait, et il faut tout le temps apprendre. Oui, non, mais... Par contre, que ça amène les gens vers ça, pourquoi pas, tu vois, avec plaisir, tu vois. Après, c'est voilà, quel moment, tu vois, tu dois vraiment passer un moment à te former ou pas. Mais j'en ai vu, hein, moi, je connais des gens, tu vois, qui ont suivi nos formations et qui se sont motivés, à qui ça a donné envie d'aller plus loin et qui se sont vraiment formés au dev, tu vois. Et maintenant, qui allient les deux, et ça, c'est chouette, tu vois. Ouais. Et je pense que ça a été plus simple pour eux parce qu'ils avaient compris déjà des concepts de base de données, des concepts d'automatisation.
Et ça c'est vachement bien. Et tu vois, il y a un truc pour revenir, parce que j'aime bien cet exemple justement de la manipulation de données, tu vois, avec des fonctions par exemple écrites en code. C'est que des fois, et j'ai pas d'exemple qui va me venir en tête, tu vois, mais des fois il y a des opérations très simples mathématiques que tu veux faire qui vont prendre, je sais pas, disons 10 lignes de code, qui prendraient énormément par exemple dans Make, tu vois, qui prendraient énormément d'étapes. Déjà, c'est peut-être pas sûr que tu arriveras à faire tout ce que tu veux faire. Et en plus, même si tu y arrives, en fait, ça va te coûter très cher, tu vois. Indigeste, ouais. Et ça, les gens se rendent pas aussi forcément compte, c'est que, en fait, ça coûte cher les étapes dans Make. Ouais. Chaque, à volume. Mais là, quand on parle de manipulation de données, tu vois, je sais pas vraiment le contexte là de. Si c'était pour des stats, j'imagine que ça devait quand même régulièrement mouliner, etc. Ça, on n'avait pas des trop gros volumes, heureusement. Ouais. Mais alors qu'en code, alors là, pour le coup, tout ça, exécuter des fonctions en cloud, donc ça ne coûte plus rien aujourd'hui. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est un truc intéressant. Faut pas, encore une fois, faut pas se déplacer. Parfois, le code est juste meilleur, quoi. Meilleure optimisation, meilleure maîtrise. Mais des fois, le code est juste meilleur et il faut l'accepter. Vous avez encore besoin des devs. Bien sûr. C'est clair. Non, mais tu vois, c'est le truc un peu bateau. Tout le monde dit, oui, de toute façon, déjà, on a besoin de devs pour écrire les outils no-code. Quoi. Ça, c'est un peu tarte, mais ouais. Mais oui, moi, je crois qu'on a aussi besoin de devs à plein de petits moments aussi, tu vois. Et voilà, j'espère qu'on inspirera un peu les gens justement avec cet épisode. Et en tout cas, tout ça, c'est une question de curiosité. Après, à la limite, tu vois, juste pour aller... après, quand même, je passe d'autres questions, mais tu vois, ce que tu dis, le fait d'apprendre un petit peu de code, etc., je pense que ça aussi, ça peut t'amener justement à mieux collaborer avec les devs. Et tu vois, essayer de faire par toi-même, voir que peut-être tu y arrives, peut-être tu n'y arrives pas. Mais au moins, tu as un peu essayé. Par un langage commun. Ouais, voilà, et tu vas pouvoir... Les devs aiment bien quand même quand tu dis « Ouais, j'ai regardé, comment tu fais ?» C'est clair, ouais, c'est clair. J'allais partir encore sur autre chose, mais c'est un peu sans fin. Est-ce que tu as d'autres exemples? Tu parlais d'un exemple, il y a un exemple que j'avais trouvé intéressant sur de la cartographie, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Si tu vois. C'était pour resituer le contexte en 2 mots. C'était une application qui avait pour but d'aider les étudiants à arriver dans une nouvelle ville et à se loger. Et donc, il y avait la partie vraiment logement, donc connaître les quartiers, les prix des logements par quartier, les zones denses, les zones où il y avait des bars et les zones où c'était calme, etc. Et on était un peu dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'était un site très simple. Tu te connectes, il y a une checklist pour faire ton déménagement. Et après, il y avait cette fameuse carte qui était trop belle, que la cliente elle avait dessinée elle-même, et c'était pour Lille, justement. Ouais, où tu voyais les quartiers un par un et puis tu pouvais les survoler et tout. Et on tombait exactement dans le 90-10 dont on parle, c'est-à-dire 90% du taf, c'est entre guillemets tarte, c'est-à-dire c'est des pages à afficher, des cases à cocher, un système d'hôtes et puis voilà. Et il y avait cette carte au milieu qui était quand même un peu le bonbon de l'application, qui était vraiment hyper sexy et tout. Et là, par contre, en no-code, je voyais pas du tout par quel bout j'allais la prendre, quoi. Il y avait de l'animation, il y avait des trucs à cacher, afficher, oh là là. Et donc, là, on a repris un très vieux concept qui est hyper ancien de dev et que à chaque fois on dit « Oh, c'est un peu crasseux de faire ça, mais ça marche bien ». C'est les iframes. Donc, c'est littéralement intégrer un site dans un autre site. Mmh. Et donc là, on a triché. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré la carte dans le site en no-code, sauf que cette carte, elle était faite en code. Et on avait besoin de développer que ces 10%. Ça nous a pris pas trop de temps parce qu'en fait, en code, c'était pas fondamentalement difficile. Et au final, on a été beaucoup plus vite parce que si on avait dû faire tout en code, c'était infini, il y a rien que le système d'hôtes, on peut plus. On en fait trop. Donc en fait, c'est ça aussi, mélanger du code et du no-code, il y a un petit côté un peu roublard où tu dis, oh là là, c'est pas hyper sexy de faire une iframe, mais en fait, ça marche. À la fin, encore une fois, le but, surtout pour moi, c'est mon client. Est-ce qu'elle était contente? La carte, ça se voyait pas qu'elle était incrustée, parce qu'on avait fait le fond de la bonne couleur et tout. Et on arrive à son but. Cool, c'est bon, ça fonctionne. Et on a gagné du temps et de l'argent. Et en plus, tu vois, le projet, finalement, il n'a pas été financé, donc on n'a pas pu aller plus loin que ça. Le POC, il nous a pas pris trop de temps à faire. Non, ça me fait penser à 2 choses, mais le premier truc, c'est on a parlé tout de suite des API, qui était vraiment voilà, ça c'est la manière de faire communiquer. Mais en fait, les iframes,
Ça, c'est vraiment C'est un joker, hein. j'engage les gens qui écoutent à vraiment se pencher là-dessus. Alors, les no-codeurs et no-codeuses, souvent, ils ont l'habitude d'utiliser ça parce que, enfin, ils peuvent avoir l'occasion parce que, tu sais, des fois, par exemple, Calendly, dont on parlait, tu vas l'embed dans ton site. Tu vas le mettre. Donc, il y a un petit peu déjà cette logique, mais en fait, ça peut aller beaucoup plus loin, et notamment dans la collaboration. Et franchement, j'avais beaucoup aimé cet exemple là, que tu viens de donner, parce que je trouve que, enfin, je sais pas si c'était exactement le cas, mais peut-être que cette personne, elle n'avait pas le budget. Enfin, peut-être qu'elle avait le budget pour faire un site bateau avec une carte bateau, quoi. Tout en dev, hein, je parle. Ou peut-être qu'elle pouvait faire tout en no-code. Enfin, mais avec sauf une que carte un peu moins bien. mais la carte, bon, il n'y avait pas vraiment. En plus, t'as pas vraiment d'options. Il n'y a pas des super options en no-code pour eux. Pas trop. Alors que là, le faire en no-code, moi, je l'interprète un peu comme ça lui dégage du budget pour faire une super carte développée sur mesure et qui est vraiment cool, tu vois. Ah, on en revient, quand tu parlais de Lean, c'est exactement ça. En fait, on met l'effort là où c'est important de le mettre. Et en l'occurrence, c'était cette carte qui était trop cool. La checklist pour le déménagement, tu peux la trouver probablement ailleurs. Mais cette carte-là, qui est spécifique à une ville, où quelqu'un qui connaît la ville l'a dessinée, l'a renseignée, etc., ça, c'était hyper fort. Et ben, c'est exactement ça. C'est la partie qui était la plus intéressante. C'est celle sur laquelle on a mis le plus de sous. On a mis autant de temps pour faire cette carte que de faire tout le reste du site. Ouais, non, franchement, c'est parce que c'était important. C'est un super exemple, et tu vois, vraiment, encore une fois, ça va vraiment dans cette idée là que je sais pas, peut-être je rabâche un peu trop, mais vraiment de se dire, voilà, il faut collaborer parce que le dev sur mesure peut faire des petits bouts qui peuvent avoir énormément de valeur. Exactement. Ou j'aime bien quand tu dis bonbon, tu vois, je trouve ça, tu vois, non, mais c'est vrai que il faut aussi, on le sait, tout ça c'est du marketing aussi, il faut des choses un petit peu cool, un peu. Bien sûr, quand on fait des MVP, des projets tout petits, il y a toujours une fonctionnalité, c'est notre fonctionnalité, on la chouchoute à fond, c'est ça qui va faire venir les gens, les faire rester, les faire adorer le produit, etc. C'est ça qu'il faut soigner, et c'est là qu'il faut mettre le plus de sous, et parfois mettre plus de sous, ça veut dire faire du code. Ouais, et ça veut dire peut-être en économiser ailleurs. Oui. Si, à côté, tant pis, la page, est-ce que la page Mon Profil, elle était pas super? Est-ce que c'était très grave? C'est une page que tu vas voir une fois tous les 4-36 du mois, en plus tu pouvais rien modifier dessus. Bon, c'est pas grave en fait. Accepte. Tu pourras pas mettre tous tes efforts partout, c'est pas possible. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et il faut distinguer l'essentiel aussi. Ah non, c'est super intéressant. Juste, je pensais à je regarde un peu dans mes notes, j'ai noté des choses. Alors, il y avait un truc que j'avais trouvé marrant, mais en fait, je suis en train de penser. Attends, je suis en train de m'emmêler dans mes pensées. Il y avait un autre exemple que tu avais donné, il me semble, avant qu'on passe sur un autre. Parce qu'en fait, il y avait API, iframe, et j'avais noté, mais je ne l'ai pas noté un peu dans cette idée de collaborer. Après, en fait, si le troisième truc, et je ne sais pas à quel point vous l'avez un peu poussé, mais c'est plus justement d'utiliser les moyens qu'il y a dans les plateformes de mettre du code. Alors, je ne sais pas si, tu vois, par exemple, tu sais, dans Airtable, tu peux écrire des scripts, tu peux écrire même carrément des extensions, tu vois, enfin... Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez investiguées? Alors, pour un truc perso, je me souviens que j'avais fait des appels API à Airtable. Mais alors, le sujet m'échappe complètement. J'ai oublié pourquoi. Sinon, c'est pas quelque chose que j'ai creusé énormément. Je crois que j'avais mis du JS ou un truc comme ça sur un bouton Bubble pour lui faire un truc marrant. Okay. Mais c'était super ponctuel. J'ai pas beaucoup creusé l'ouverture au code proposée par les outils no-code. Okay. Probablement parce que souvent, c'est soit un peu gadget ou soit un truc qui je me disais, j'en ai pas besoin en fait pour le moment. Mais je me demande si c'est pas la prochaine frontière, tu vois, parce que là, les choses qu'on a évoquées, que ce soit les API, les iframes, etc., c'est les moyens, on va dire, un peu qui font pas sortir le développeur de sa zone de confort, entre guillemets. Enfin, mais je le dis pas, c'est pas du tout négatif, hein. C'est la manière, on va dire, classique de travailler, c'est-à-dire qu'on sépare bien les deux. C'est-à-dire qu'il y a le no-code d'un côté, et puis le code de l'autre. L'iframe, c'est hyper strict. T'as littéralement le bord de la fenêtre qui fait la distinction entre, OK, là, c'est du code, et là, c'est du no-code. Exactement. Et tu vois, ça, je trouve ça vachement bien parce que ça facilite la vie de tout le monde. Et il n'y a pas le développeur qui dit « t'as cassé un truc » et tout. Mais par contre, tu vois, la deuxième étape, et tu vois, et je serais curieux, peut-être on en reparlera dans un an, je sais pas quand vous... Mais tu vois, c'est d'aller faire du code dans le contexte d'Airtable. Et alors là, par contre, ça nécessite de s'approprier le framework, je sais pas comment dire ça, je sais que c'est du React, tu vois. Mais voilà, d'avoir le contexte d'Airtable, tu as quelque chose à comprendre, comment tu passes les paramètres, etc. Mais on peut faire des choses extraordinaires, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai vu. Ça donne forcément envie, parce que quand tu es limité juste par le manque d'ouverture de code, si on te dit, là, tu peux en mettre un petit bout, c'est en mode, trop bien, c'était juste ce qui me manquait. Ouais, voilà. Et ça te donne encore plus envie d'adhérer au produit qui t'a fait gagner par ailleurs tellement de temps. Et ça évite ce côté, j'abandonne parce qu'il me manque un truc, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très dommage.
de laisser tomber un outil complet pour une petite feature ou un petit manquement, quoi. Bah ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pour aller dans ton sens de ce que tu disais tout à l'heure, il y a Augustin dans la communauté qui, en fait, on a un projet, alors qu'on n'a en plus jamais mis en production, mais en fait, c'est un bot qui assemble des gens chaque semaine, en fait, dans un channel pour les faire prendre un café ensemble, quoi. Et on avait un bot Slack, mais bon, qu'on pouvait pas bien paramétrer, et donc on s'est dit, bah, on va essayer de le faire en no-code. Et en fait, alors on l'a fait plutôt en low-code, enfin, Augustin l'a fait en low-code, et en fait, il a écrit, franchement, j'ai vu son code, et il savait pas coder avant, en fait. Il a appris à le faire pour le faire. Donc, comme quoi, ça va plutôt dans ton sens. Et j'étais assez impressionné. Et c'était vraiment... c'était typiquement, c'était un truc qui est difficile à faire. Tu vois, dans Airtable, de base, juste faire matcher deux personnes. Même dans Make, c'était difficile. Et là, c'est pas du code trivial non plus. Mais il a réussi à le faire sans avoir ce background. Et voilà, et c'est cette limite, tu vois, comme tu dis, il n'y a plus de limite en fait, quoi. Il a explosé, quoi. Ah, c'est trop bien. Donc c'est assez génial. Écoute, ça, tu me diras. Franchement, moi, je pense vraiment que vous devriez investiguer, surtout sur Airtable. Bon, Airtable, c'est vraiment mon outil préféré. Mais... J'ai un côté aussi un peu opportuniste, quoi. Si ça arrive, j'irai creuser. Je vous enverrai si je croise des... Tu m'as mis la puce à l'oreille, donc j'irai regarder quand même. Voilà, c'est bien de regarder un tout petit peu en avance. Ouais, quand même. Mais en plus, tu vois, tu as deux moyens. En plus, c'est assez progressif parce que tu as les scripts. Donc, qui sont quand même très peu de contexte, donc ça va assez vite. Et après, sinon, tu as vraiment pas un framework, mais une CLI, tu vois, où tu peux démarrer des projets vraiment pour faire des extensions. Tu vois, je sais pas si tu vois les extensions dans Airtable. Comme un plugin, tu vois, qui va s'afficher dans le panneau là, qui est à droite et où tu peux faire des trucs, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et tu peux manipuler, créer une interface, donc créer des interactions fortes, en fait, un peu plus que les scripts. Plus puissant. Bon, je te laisse investiguer ça, sinon on va perdre tout le monde. Non, j'avais une petite réflexion. C'était plus ta présentation, elle s'appelait Build versus Buy. Bon, au-delà du fait que c'était en anglais, mais bon, je remercie le département marketing qui m'a aidé. Non, mais c'était bien, mais par contre, je trouvais que c'était intéressant parce que tu mettais l'accent du coup sur le côté vachement. Les outils no-code, c'est surtout on les achète, quoi. C'est ce côté sur l'étagère, etc. Et alors que moi, je trouve que on build aussi un peu avec les outils no-code, ou en tout cas, il y a même un Calendly, même un Typeform, il faut quand même le paramétrer, etc. C'est ma vision de code de développeuse, je pense, qui parle là en disant il y a quand même moins d'efforts. Il y a surtout... Et il y a aussi un truc qui est la question que je rencontre tout le temps. Ouais, on va mettre du Calendly, on va gagner plein de temps. Attendez, combien ça coûte ? Et combien ça me coûtait par mois et à la fin de l'année, etc. etc. Peut-être que j'ai été un peu aiguillée à ce niveau-là. Bien sûr qu'il y a du build dans le no-code, mais par rapport à mon expérience de dev, c'est quand même surtout... Enfin, en tout cas, c'est leur intérêt aussi, c'est de dire je me prends pas du tout la tête, je l'achète, je fais un paramétrage, mais honnêtement, par rapport à la vie d'un produit, la séquence d'interfaçage ou de paramétrage est très courte par rapport à tout le temps. Juste le payer et il fonctionne hyper bien et tout le monde est très content. Donc c'est pour ça qu'il y avait cet aspect-là, ce côté, le build en fait, tu le construis hyper sexy, tu peux faire tout ce que tu veux, faut aussi bien t'en occuper derrière, versus le buy où t'es très un peu relax. Je te reporte en fait la charge difficile, technique, longue, de complexité, et moi j'achète tout simplement. Et ça se passe bien et tout le monde est ravi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'était un peu pour. J'étais curieux de un peu. Non, faut pas du tout. De cet angle. Non, mais après, tu vois, c'est aussi parce que dans ta présentation, tu parles pas mal. Encore une fois, on revient un peu à cette dichotomie, je trouve, entre les outils très très spécialisés, Calendly, Typeform. Ouais. Où là, c'est vrai, globalement, on est quand même surtout dans le fait de payer un petit peu configuré. Encore que Typeform, ils ont quand même. Il y a un peu de logique, etc. Mais bon. C'est vrai. Et surtout aussi le fait de ne pas omettre le prix. Et il y a des choses, encore comme on disait tout à l'heure, où je pense très sincèrement que ça coûte moins cher d'écrire quelques lignes de code, de payer un développeur une fois, que d'avoir un run tous les mois à payer, l'abonnement, plus l'exécution, plus... c'est surtout dans les automatisations, je pense. C'est que tu as vite un épaississement de la stack, en fait, y compris dans le no-code, où tu commences à jongler avec plusieurs outils. Et donc, tu peux perdre un peu de vue qu'est-ce qui coûte combien et où est-ce que tu pourrais faire des économies de coûts, et à moins de se dire vraiment bon là ça coûte trop cher, il faut qu'on étudie comment on coupe là-dedans, ça va pas être facile de détecter en amont comme tu dis ce petit morceau qui nous économise beaucoup de sous, quoi. Et est-ce que tu as quelques conseils du coup un peu que tu voudrais partager, ou ceux que tu avais partagés? Bon, déjà tu en as partagé pas mal, mais en soi... Pour qui? C'est la question. Pour les devs ou pour les no-codeurs? C'est une bonne question, parce qu'on pourrait même dire aussi pour les gens qui portent des projets aussi. Ou les entrepreneurs, je sais pas, pour tout le monde. Des conseils généraux, c'est juste de rester ouvert et critique.
en fait. C'est les 2 trucs les plus importants. Pas rechigner quand on voit des choses nouvelles. S'il y a quelque chose qui émerge, c'est qu'il y avait potentiellement un besoin, une attente, des choses comme ça. Donc, voir un peu ce qui se passe, ce qui se trame, là, un peu le côté accueillir les choses qui arrivent en disant voilà. Par contre, rester critique, quoi. C'est ce que tu disais avec faut se calmer avec l'évangélisme l'angélisme autour du no-code. Non, le no-code, faut pas perdre de vue. Ça fait pas tout, ça va pas résoudre tous les problèmes de la vie, ça va pas faire toutes les applications de la vie. C'est cette partie-là, rester critique. Et rester pragmatique, quoi. Vraiment, si des fois le petit bout de code à écrire il est plus vite, bah achète entre guillemets un développeur en Moldavie et fais-le et ce sera beaucoup plus pratique. Pas se fermer les portes. Je pense que ça fait peur aux gens, tu vois. Enfin, ou en tout cas aux gens qui font du no-code, d'aller vers les devs. Tu vois, parce en fait, c'est si souvent mis en opposition. En fait, c'est très dur parce que. Comment on résout ça? C'est aller voir ce que les autres font. Les no-codeurs, parler avec des devs, ils sont sauvages mais ils sont gentils. Et les devs, arrêtez de vous surclasser par rapport aux no-codeurs qui seraient des joueurs de Lego, quoi. Non, ils ont des logiques qui leur sont propres, qui sont pas les nôtres. Ça veut pas dire qu'elles sont moins bien. Ils font plein de choses, hein. Déjà on le voit tous les trucs maintenant où c'est full construit tout en no-code. Je me dis oh là là, c'est quand même cool, quoi. On fait des applis, des sites. Voilà, c'est ça, rester curieux en fait. Aller voir ce qui se fait ailleurs et pourquoi les gens font différemment. Et va falloir mettre de la communication là-dedans. Et s'il y a des agences mixtes, tu vois, nous on le fait un petit peu. Moi, je suis plus la seule maintenant à faire du no-code à The Tribe. J'ai réussi à faire comprendre aux devs que c'était cool. Il y a aussi nous, ce qu'on a aussi, c'est des gens en reconversion qui n'ont pas d'avis en fait. Ils ont dit ouais, moi je me reconvertis dans le dev, le no-code, pourquoi pas. Et ils y viennent avec aucun préjugé. Ils n'ont pas du tout vu la guéguerre avant ou des trucs comme ça. Et ils sont en mode bah c'est cool, c'est différent. Ça fait changer notre travail. Être dev, tu fais du code, bon bah là t'es dev, t'abolis un peu cette différence de dire non, c'est les builders ou les no-codeurs et les codeurs, c'est foncièrement des animaux différents. Non, à la fin, ils partagent une logique, ils partagent plein de briques, plein de concepts. C'est pas si éloigné. Après, la mise en exécution, elle est différente. Mais ils ont leur qualité de part et d'autre, quoi. C'est quoi les outils, tu penses, qui sera le plus à même de convertir un peu les devs, justement? Enfin, qu'est-ce qu'il faut montrer à des devs, tu vois? Quels outils no-code il faut montrer à des devs pour je pense que ça leur parle? Fondamentalement, un truc comme Make, vraiment. Ouais. J'arrive pas à croire qu'un dev reste étanche quand tu as un outil qui te permet d'imbriquer 12 ou 50 API entre guillemets facilement, quoi. Enfin, quiconque a essayé d'interfacer 3 ou 4 API, hein. Tu t'arraches les cheveux sur la doc, tu t'arraches les cheveux sur en fait mon connecteur il est pas comme je voulais et tout. Et Make c'est vraiment et en plus Make a cet aspect technophile, on va dire. T'as quand même des jetons API, t'appelles tes URL, t'as des paramètres et tout. C'est hyper confortable. Tu vois, dans Bubble, moi, l'un des trucs qui a été le plus dur, c'était la terminologie. Parce que je comprends tous les concepts, mais en fait, ils utilisaient des termes tellement bizarres que j'étais là, oulala, c'est pas clair. Alors que là, t'es hyper confortable. Tu connais tout, il y a une doc, il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois quand même à l'aise dans ce que tu fais. Tu manipules des choses que tu connais, des échanges de données, des transferts, des trucs comme ça. C'est, je pense, le bon pont. Parce que quand t'es pas dev, tu dis oh trop bien, j'ai qu'à mettre des briques, et quand t'es dev tu dis oh ça va, c'est quand même des choses que je connais. Make, incroyable, vraiment un super outil. Non, c'est très intéressant ce que tu dis, différents niveaux sur les API et sur Bubble. Le fait qu'ils ont à dessein, je pense, réinventé beaucoup de mots parce qu'ils s'adressent pas aux devs de base en tout cas, et je trouve que c'est un peu une erreur quelque part. Tu vois, il faut pas, évidemment, le but c'est de pas faire un truc trop technique, mais d'inventer un autre langage, c'est un peu dommage parce que du coup, tu perds un peu. Tu risques de pas te comprendre, alors qu'en fait, tu fais fondamentalement la même chose. Tu vas appeler comme ci parce que tu fais du Bubble ou comme ça parce que tu fais du dev. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais, Make aussi. Je te conseille d'écouter l'épisode 80, je crois, avec Bruno Soulez, le CTO de. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc il parlait de Make et tout ça. J'étais super d'accord avec ce monsieur. Ouais. Cool. Bon, écoute, voilà. Tout est dit entre toi et lui. Je pense que les gens auront bien été convaincus. Dernier sujet, peut-être, on s'est dit peut-être qu'on pourrait l'aborder, ce serait intéressant. C'est un peu la question de l'inclusion. Donc, tu vis au quotidien, je pense, le fait qu'il y a très peu de femmes dans le code. Oui. Et alors, on n'a pas encore de stats. On est en train de finir une première étude dans la communauté. Mais bon, a priori, on va pas se mentir, on pense qu'on n'est pas bien loin dans la communauté no-code, à peu près dans les mêmes proportions. Ah oui.
même si moi j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes, mais bon. Ah, j'allais dire, moi je croyais ça aussi. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas après il y a une dichotomie dichotomie d'ailleurs c'est pas le bon mot, mais il y a une différence entre peut-être les femmes qui sont présentes et celles qui prennent la parole, quoi. Ah oui. Aussi. Oui, Donc, t'as un enjeu de visibilité aussi. Ouais. Donc ça c'est un vrai sujet. Je sais pas toi, avec ta vision de développeuse, quel est l'enjeu un peu autour de ça, tu vois l'enjeu, je pense qu'il est quand même assez connu. On a des gens qui font des applications pour d'autres gens. Et en fait, je me souviens plus qui avait dit cette phrase incroyable, mais quand on fait une application, c'est pas la connaissance des experts qu'on met dedans, c'est la compréhension des personnes qui le font. Il y a un gap entre les deux. Et donc, quand tu as des gens qui se ressemblent quand même fortement chez les devs, c'est pas une surprise de le dire, tu vas avoir des applications qui vont être toujours pensées un peu dans le même sens, dans le même système, pour les mêmes personnes, accessibles aux mêmes personnes. Donc, le besoin d'inclusivité, il est fondamental, quoi qu'il arrive, pour faire des applications pour tous. Après, la question du no-code là-dedans, je pense qu'il y a vraiment ce côté, t'es pas obligé de te farcir les écoles d'ingé où il y a que 2 meufs dans un amphi de 300. Tu as un côté où c'est accessible parce que les femmes aussi, elles s'autocensurent ou elles sont censurées en disant ah bah non, c'est hyper technique, j'y vais pas. Bon, il y a aussi un truc j'ai pas envie de bosser qu'avec des hommes parce que ça va être lourd. Ouais, mais ça c'est un cercle. Donc ça c'est un cercle, voilà. Mais le no-code peut apporter en tout cas, engager des femmes à se rendre compte que l'outil et les concepts qui vont derrière sont intéressants. C'est de la logique, c'est des trucs qui sont cool à travailler. Et si ça peut le mettre, dans tous les cas, dans les mains de plus de personnes, d'âges différents, d'ethnies différentes, de genres différents, ce sera bien. Plus de femmes, c'est bien. Je peux que défendre ma parole. Bien d'accord. Après, c'est pas facile. Après, ça, c'est la question comment faire, quoi. Comment faire ? Si j'avais la recette magique, je serais présidente du monde et il y aurait des femmes partout, ce serait incroyable. Non, mais j'étais contente dans la formation que j'avais fait avec Thibaut, il y avait quand même une dame qui faisait de la poterie et tout. Je me dis, waouh, si cette personne s'intéresse à l'IT, aux outils, ben c'est bien, en fait, elle va apporter plein d'autres choses. Et faut faire de la pédagogie, il faut aller chercher les femmes aussi, il faut aller chercher dans les écoles, les chercher dans les reconversions, leur filer du taf. Quand elles arrivent, elles sont en reconversion, elles sont mamans, j'en sais rien, bah prenez-les quand même et faites-leur faire du code, faites-leur faire du no-code. C'est hyper facile de se retrancher derrière. Non, mais moins de compétences, plus difficile. Est-ce qu'elles vont bien s'intégrer ? Non, vous inquiétez pas, les femmes, elles s'intègrent hyper bien si vous les intégrez aussi en retour. Donc voilà, il y a plein de gens qui en parlent, je pense, beaucoup mieux que moi. C'est un problème de fond dans l'industrie globale, la segmentation des genres dans l'IT, voilà. Est-ce que toi, tu vois déjà, par rapport à quand tu as fait tes études, peut-être déjà un changement, là je parle plus au niveau du code, mais est-ce que déjà, je suis pas la seule, fille. Tu vois, on a même eu des équipes projets, on n'était que des meufs, c'est-à-dire des clientes, PM, dev, tout, que des sales, que des meufs. Donc je pense que ça, c'était pas possible il y a quelques années, quand même. Il y a un mouvement de fond aussi que les femmes se réapproprient énormément ces questions-là et se disent on va aller les chercher puisque personne. Enfin, c'est un peu agressif ce que je vais dire, mais faut aller chercher sa place, quoi. C'est rare que les gens disent allez-y, prenez ma place en entretien. Je suis un homme, mais vous êtes une meuf, ça vaut vachement plus le coup que ce soit vous. Non, il va falloir aller le gratter. Mais après, il y a besoin d'une remise en question hyper forte des hommes. Est-ce que je le vois au quotidien ? On recrute des femmes. On a eu là, c'est de l'actualité volante, c'était il y a 2 jours. Il y a eu une hyper grosse enquête qui a été menée au sein de The Tribe en interrogeant plein de femmes, en leur demandant est-ce qu'il y avait des discriminations au quotidien ? À quoi ça ressemblait ? Est-ce que c'était pendant le recrutement ? Est-ce que c'était pendant le travail ? Et je considère qu'on est une boîte assez inclusive, assez agréable. Moi, j'y suis restée, voilà. Mais waouh, il y avait des trucs trash, alors que c'est des gens que je vois tous les jours et c'était probablement eux qui ont prononcé ces phrases. Et je me dis, il y a du boulot en fait. Et bien sûr, c'est pire ailleurs, ça, il faut pas en parler. Mais il y a du travail tout le temps, partout. Quand t'es un mec, demande-toi, c'est quoi la dernière fois où t'as fait un effort parce qu'il fallait intégrer quelqu'un d'autre, quoi. Et non, t'attends un peu que ça tombe en disant, on est sympa et puis ça suffit, quoi. Non, c'est un effort de tout le monde. Ouais, non, c'est vrai. D'ailleurs, il faut... moi, de ce que je vois, en tout cas, dans la communauté no-code, il faut saluer des femmes comme Amandine, tu vois, par exemple, qui a organisé le Web énormément de travail. Et qui a vraiment fait en sorte que, voilà, tous des speakers, tu vois,
les speakerines, non, je sais pas comment. Ouais, au féminin aussi. Non, ça fait chaud. Je connais pas les termes, mais comme en anglais, tu genres pas, c'est plus pratique. Mais et voilà, et ça c'est vrai. Et c'est vrai que malheureusement, c'est souvent des femmes qui font ça. Mais effectivement, il faudrait que des hommes qui sont aussi, je sais pas, par exemple, dans les sélections de conférences, des trucs comme ça. Enfin. La visibilité, c'est un enjeu, mais il y a vraiment un enjeu autour du travail. Hein. Franchement, recruter des femmes, gardez-les quand elles sont là, écoutez-les. Elles ont plein de choses à dire. Hein. Si on les écoute, c'est des trucs. J'ai l'impression de dire des trucs de base, mais il faut vraiment le faire. Et il faut le faire avec l'intention d'écouter ce qu'elles ont à dire. Et quand elles proposent du changement ou qu'elles pointent des choses, il faut les écouter. C'est pas du cinéma, c'est pas. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur parce que c'est vrai que la visibilité, c'est un peu le premier truc qui vient en tête comme action. Mais en même temps. Je suis pas devenue dev parce qu'un jour une meuf a fait un talk. Hein. Franchement, je suis dev parce qu'on m'a recruté aussi. Parce que à l'école, je me suis pas fait manger toute crue. Pourtant, quand j'étais en seconde, quand je me suis assise devant un ordi, alors que ça faisait 10 ans que je jouais aux jeux vidéo, le mec m'a dit ah bah ça c'est une souris et ça c'est une unité centrale. Bon bah gars, cool quoi. On part de loin. Mais non, faut les embaucher, faut les faire bosser, faut qu'elles deviennent à leur tour aussi des seniors, des leads, parce que elles auront ensuite du poids sur les autres personnes qu'on va recruter. Faut qu'il y ait des meufs, dans le recrutement il y en a souvent pas mal, ça va, mais voilà, dans les entretiens techniques, il faut qu'il y ait des meufs à ce niveau-là aussi. Pas à tous les niveaux du recrutement, quoi, pas à toutes les étapes en tout cas. Non, souvent elles sont au niveau RH, et ensuite tu arrives dans les entretiens tech, bah boum, tu tombes sur des devs mecs. Et il en faut partout. Et là, ça introduit des biais, toujours, enfin... Ah non, mais c'est très intéressant, comme accent que tu mets là-dessus, hein, parce qu'il y a une question de confiance en soi, de légitimité, de choses comme ça qui, à mon avis, effectivement, ne viennent que beaucoup par le travail. C'est vrai que d'être exposé, d'être mis en avant, etc., c'est bien, mais c'est cool. Avoir un boulot... Mais c'est un premier pas, quoi. Faut aller beaucoup plus loin que ça si on veut que ça change en profondeur. Mais c'est dur, parce que quand t'es un homme, tu dis, je vais céder ma place pour une meuf, pour un quota ou des trucs comme ça. Ça fout un peu le seum, quoi. Ça dépend du contexte. Mais non, mais comme tu dis, c'est un effort délibéré à faire. Voilà. Qu'on doit tous ça viendra pas tout cru. Ça coûte de l'argent, en gros. Hein. Enfin, faut parier sur les femmes en disant, dans 10 ans, il y en aura plus et elles seront à des postes plus élevés. Nous, on a une chef de tribu quand même. Hein. On a 4 tribus et dans tout le, on va dire, C-level, on a quand même une chef de tribu. Et, tu vois, ça, c'est des marqueurs. Bien sûr. Quand on l'a recrutée, elle était en opposition contre un homme. Et de la choisir, c'était un truc fort. En plus, c'était pour le bureau de Paris, qui est un bureau très important. Voilà, c'est nos clients majeurs et tout. Et c'est lui, on lui dit, ok, go. Et elle fait des trucs. Non, bah écoute, c'est hyper intéressant. Hein, c'est un bon point de vue. On n'a pas forcément abordé les choses comme ça par le passé. Donc, il n'est jamais trop tard. Hein. C'est pas fini, des meufs, il y en a encore qui arrivent. Non, carrément. Ouais. Non, mais après, ça, il y a un truc qui est difficile, c'est l'inertie de tout ça, de voir les résultats de ces choses-là. Comme tu dis, ça prend du temps, puisque après, il faut arriver au stade de lead, etc. Et pour avoir un impact soi-même. Mais c'est pour ça qu'il faut y croire fermement, parce que tu n'es pas sûr de voir les résultats de ce qui va se passer. Ce qu'on fait maintenant, ce que les féministes font maintenant, bah en fait, c'est pour dans 5, 10 ans. Sûr. Tu peux aller très vite sur des changements très concrets. Ça, il faut les faire dès maintenant. Il faut se regarder bien en face en reconnaissant nos torts. Et après, tu travailles pour le futur. Donc, il faut travailler avec une conviction et pas travailler avec la vision court terme de qu'est-ce que ça va me rapporter tout de suite. Parce que tout de suite, une femme, elle va pas forcément te rapporter. Elle est un peu moins qualifiée, des trucs comme ça. Faut y croire aussi. Quoi. Ouais, carrément. Et écoute, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour cet échange. Alors j'ai une question que je pose à chaque fois, mais je sais déjà que tu n'auras pas grand-chose à me dire. C'est où est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux? Et tu m'as bien dit la dernière. Je suis une grande absente des réseaux sociaux. J'ai pas vraiment. Est-ce que je peux te demander pourquoi? C'est juste, ou est-ce que c'est personnel Alors non, c'est pas du tout personnel. J'ai un Twitter perso qui est pour moi qui n'a rien à voir avec mon travail en fait, donc je veux garder comme tel. Et ensuite j'ai pas de LinkedIn parce que au tout début, j'aimais pas trop l'ambiance. Et en plus, je vois mes collègues dev, ils sont énormément sollicités pour tout et rien. En fait, j'ai aucun intérêt à avoir LinkedIn pour le moment. Je réseaute très peu. Bon, toi, tu m'as trouvé, mais voilà. J'ai un travail qui me plaît énormément. Et le jour où je voudrais en changer, peut-être que ça changera aussi mon avis sur la question. Mais trouver du travail avant LinkedIn. Envoyez-moi un mail. Je réponds à mes mails, il n'y a pas de souci. Et si tu veux, je partagerai ton mail. Après, c'est pas obligé non plus. Non, c'est pas un secret. C'est juste, je sais pas, je suis pas trop branchée là-dedans. J'étais juste curieux, mais t'as raison. Enfin, je pense que
moi, je suis pas très très réseaux sociaux, mais bon, après, des fois, on se force un peu aussi. Oui, peut-être. Et c'est pas forcément une bonne chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent beaucoup trop de choses, sans faire trop de jugement. Mais donc voilà. Mais c'est comme parce que je suis abonné au Nursery de LinkedIn et ça m'a calmé de jamais créer un compte. Non, tu m'étonnes. Non, franchement, non, dans LinkedIn, c'est devenu assez dur. Moi, je lis pas beaucoup, mais je publie, tu vois. Donc quelque part, je contribue aussi à ça. Après, j'ai peu de choses à promouvoir aussi. Je suis quand même relativement jeune dans le métier. J'ai pas écrit de livre. J'ai fait une conférence, voilà, elle n'était même pas enregistrée. Voilà, j'ai pas forcément grand chose à promouvoir et ma personne n'est pas suffisante encore pour le moment. Ouais, mais tu vois, ça montre bien à quel point LinkedIn, c'est affreux quelque part. C'est que les gens qui ont quelque chose à vendre, quoi. Tu vois, voilà. C'est un peu mon point de vue. Donc, c'est un peu. Mais je pense que malheureusement, c'est devenu assez vrai à vendre ou en tout cas quelque chose à prouver. Personal branding, oui, j'en ai pas besoin, quoi. Cool. Et écoute, merci beaucoup. Nancy, est-ce que je t'ai demandé si tu étais sur le Slack de No Code France? Oui, je suis dessus. Je l'ai rejoint pendant Web Today. Ok. T'as vu le channel No Code Woman, etc. J'ai vu ça. Très bien. J'ai regardé avec attention. Je lis un peu les récaps, les veilles et des trucs comme ça. Je regarde ce qui se passe dessus. Et écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était hyper intéressant. J'espère qu'on aura réussi un petit peu à ramener ensemble développeurs, développeuses, codeurs, codeuses, tout le monde et collaborer. Et ça aussi, c'est pareil. Ça va mettre un petit peu de temps. Il faut multiplier vraiment les visions, les métiers, les profils, les backgrounds. Et c'est là qu'on fera les produits et les trucs les plus réussis et les plus intéressants. C'est ça, parce que finalement, ce qui compte à la fin, c'est ce qu'on livre et les projets qu'on fait ensemble. Et à qui ça sert. Exactement. Merci beaucoup. Salut. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Il y aura, j'espère, plein d'autres épisodes qui vous plairont autant. Voilà, moi j'étais très content d'avoir cette discussion, de parler vraiment avec une développeuse, aborder plein de sujets. J'espère que c'était pas trop technique ou en tout cas qu'on vous a un petit peu partagé ça. Peut-être qu'on vous a donné l'envie aussi de vous mettre au code. Je sais pas, voilà, il y a plein d'objectifs différents. Moi, vous le savez, mon objectif c'est surtout de réconcilier, de rapprocher les codeurs, les codeuses, les développeurs, les no-codeurs, les no-codeuses, enfin voilà, tout le monde, tous les gens qui construisent des choses pour le web en codant de manière traditionnelle ou avec des outils no-code, avec la programmation visuelle, tout ce que vous voulez. Voilà, je crois beaucoup à cette complémentarité, à cette, j'allais dire symbiose, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, voilà, il y a des très belles approches et en tout cas, vous avez tout à gagner à essayer de maîtriser certains concepts un petit peu techniques, vraiment du métier de dev. Vous l'avez compris, peut-être les API, les embeds, comprendre un petit peu peut-être de HTML, de CSS, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était l'épisode 97. L'épisode 98 sortira dans 2 semaines. Donc là, on a perdu un petit peu le rythme des semaines. Mais bon, on arrive un petit peu sur une fin de saison. J'ai envie de dire peut-être même une fin de cycle, un petit peu en arrivant autour de l'épisode 100. Je réfléchis un petit peu à la suite du podcast. Donc voilà, on va voir. L'épisode 98 sera avec les gens de Datapix que je vais interviewer à l'occasion de leur présence au No Code Summit. Voilà, donc ça va être assez chouette. On revient plus dans un univers no code vraiment très pur. On va parler de Glide, on va parler de plein de choses avec Vincent et Émeric. Et puis ensuite, il y aura un épisode 99 qui sera dédié au projet No Code House à Athènes. Voilà, donc ça, je vous tease un petit peu toute la fin de la saison 9 du podcast. Et puis le fameux épisode 100, dont j'avance sur l'organisation, j'ai trouvé un lieu. Donc ça sera au mois de novembre, probablement le 9 novembre, évidemment, je vous le redirai d'ici là. Alors ça sera à Paris, ça sera en physique, désolé pour les gens qui ne sont pas à Paris, mais ça je tiens à faire un petit événement physique. Alors c'est une petite salle, voilà, c'est sympa, je sais pas, peut-être pour une trentaine de personnes, et donc on va faire un épisode en live et qui ne sera pas un épisode forcément vraiment d'entretien, mais qui sera plus une idée autour d'avoir quelques chroniqueurs et chroniqueuses avec moi. Et puis on va faire un épisode un petit peu spécial. Il y aura aussi peut-être des questions du public, des interactions. On va essayer de faire un truc sympa. Donc voilà, ça sera mi-novembre. Et puis après, on verra, on sera à l'épisode 100. Je ferai à la fin de l'année un épisode en solo à nouveau, pour débriefer un petit peu de l'année. Et puis après on verra, je sais pas. Évidemment, j'ai envie de continuer ce podcast, vous vous en doutez. J'ai envie de continuer à faire des entretiens, mais j'ai envie d'explorer aussi des formats un petit peu plus un peu différents, donc on verra. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a aussi maintenant le podcast de l'association No Code France,
par Jocelyne, Xavier et Benjamin. Donc où là vous retrouvez toutes les semaines donc sur leur fréquence de diffusion des portraits de gens de la communauté et plein de gens très intéressants. Donc voilà, donc ça se complète aussi très bien. Donc c'est ça aussi qui me donne un petit peu l'envie d'explorer peut-être d'autres formats. Donc voilà, il y a une belle complémentarité. Putain, je suis un peu fatigué. Voilà, écoutez, je m'arrête là. Encore une longue sortie de podcast comme d'habitude. Mais voilà, j'avais envie de vous donner des nouvelles puisque là, ces derniers temps, je sors quand même moins d'épisodes. Et puis voilà, il y a des nouveaux projets contournement qui arrivent. Évidemment, le Cercle des Ops qui va pas mal m'occuper également d'ici la fin de l'année. Allez, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté encore une fois jusqu'au bout. Vous pouvez m'envoyer l'emoji de votre choix cette semaine pour me signifier que vous avez écouté jusqu'au bout un emoji un petit peu créatif, peut-être un animal que vous aimez bien par exemple. Voilà, à bientôt.